dans ce nouvel épisode de Machin Chouette. On est très content de vous retrouver comme tous les mois, ou presque, parce que cette émission est censée être tous les mois, mais on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, c'est le début, on fait ça quand on a le temps aussi. Je m'appelle Selim, je suis accompagné de Camille, dont vous allez entendre la voix maintenant. Comment ça va, Camille ? Ça va très bien, écoute, il me semble que c'est la deuxième émission de l'année, si je me trompe pas. Il n'y a pas eu d'émission en février, 2025. effectivement, pour nos fidèles qui nous écoutent. À chaque fois, il n'y a pas eu d'émission en février. Veuillez nous pardonner, voilà, c'était la période la plus critique de l'hiver aussi. Exactement, le mois de février est plus court, on n'avait pas eu de pause dans Machin Chouette non plus. Voilà, on avait beaucoup de choses aussi l'un et l'autre. Yes. Mais c'est pas grave. Bah ouais, on est là. Début mars. C'est ça, on trouve notre rythme. Alors Machin Chouette, qu'est-ce que c'est ? Machin Chouette, si vous écoutez pour la première fois, c'est un podcast d'environ 1 heure, diffusé environ tous les mois. Ça fait beaucoup d'à peu près, parce qu'on est en train de trouver notre rythme, mais ce podcast, il traite principalement de la santé mentale. Et en fait, on se veut un petit peu être une plateforme, avec Machin Chouette, une plateforme d'échange et de partage d'expériences perso, parce que moi, Selim, je vais vous partager des expériences que j'ai vécues d'un point de vue santé mentale, voilà, mais pas que. Et puis à côté de ça, pour que chacun puisse se sentir moins seul face aux difficultés mentales, parce que je trouve c'est pas toujours évident, on se sent souvent isolé quand on est dans les difficultés, dans les troubles. Et voilà, on espère être là pour vous. En parallèle, on veut aussi apporter des informations vérifiées sur des thèmes qu'on croit connaître souvent, mais dont on sous-estime parfois la complexité. Ça va être le cas d'ailleurs du sujet d'aujourd'hui. Donc en gros, voilà, on part d'expériences perso pour développer là-dessus de façon documentée. On a déjà abordé les addictions, les neurodivergences et encore quelques autres sujets que vous pouvez aller réécouter sur toutes les plateformes. Et c'est que le début. Voilà, c'est un bon résumé, ça, Camille, tu penses ou pas ? Oui, je pense. Qu'est-ce que j'aurais pu ajouter ? Que c'était assez général, qu'on essaye de toucher plein de sujets. On essaye aussi, comme celui d'aujourd'hui, de prendre en compte les demandes des auditeurs. Ouais. Effectivement. Voilà. Et c'est un mélange de conversation et de fact-checking et voilà, ça mélange un petit peu tout ça. C'est un nouveau format et on prend notre rythme au fur et à mesure. 5e épisode aujourd'hui. Et pour rappel, déjà. Camille, toi, tu travailles dans la santé spécifiquement. Voilà, plutôt santé mentale. En fait, je suis orthophoniste spécialisée en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et j'ai aussi une licence en psychologie, donc je reste une thérapeute, donc c'est vrai que je vois beaucoup d'aspects humains en tout cas. Et j'ai fait aussi une formation tout récemment, yoga et TDAH. Yes. Donc j'ai ajouté une nouvelle corde à mon arc. Le TDAH dont on a déjà parlé dans cette émission, oui. Quand on parlait des 10. Voilà, ça vous pouvez aller le réécouter si vous voulez. Dans les neuroatypies. Et c'est vrai que je dis un petit peu en taquinant que je ne répéterai plus que ce qu'est TDA, parce que normalement, quand on me connaît, on doit savoir ce que c'est TDAH. Et vous allez apprendre à nous connaître. Voilà, oui. T'as bien raison. Mais il y a encore des gens qui demandent « Mais c'est quoi TDAH ?» Ouais. Je dis c'est inacceptable en 2025. En plus, entre le terme francophone et le terme en anglais qu'on entend souvent sur les réseaux aussi. Oui, ADHD. Exactement, voilà, il faut réussir à faire les liens. Nous, on est là pour vous aider à faire les liens. Je t'avais déjà dit que j'avais fait 1 an de psycho quand j'avais 20 ans. Il me semble que oui. Voilà. Il y a très longtemps. J'ai laissé tomber. Parce que les études, c'est pas mon fort. Ça fonctionne pas très bien avec mon cerveau. C'est pas facile, hein. Non, et puis moi j'ai du mal à... Justement, il faut pas se dire que c'est fait pour tout le monde, je pense. Non, c'est clair. Mais tu vois, c'est un peu ma revanche sur la vie, ce podcast, de parler de choses liées à la psychologie. Parce que moi, je suis pas un spécialiste de quoi que ce soit. Je suis juste une personne lambda... comme tout le monde au final, j'ai pas de diplôme vis-à-vis de la psychologie. Je suis plus un enthousiaste, voilà, de la psychologie, sociologie, anthropologie, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup, dont je me nourris beaucoup. Et puis voilà, je suis encore au cœur de troubles mentaux que je vis personnellement et dont je vais vous parler au fur et à mesure des émissions. Et justement, le thème du jour,
les troubles du sommeil. Vous avez dû le voir dans le titre de ce podcast. Moi, je suis extrêmement concerné. Ça, on va avoir l'opportunité d'en parler. Et si j'en rigole, c'est parce que vous connaissez l'expression. Il vaut mieux rire que mourir, finalement. Ça sert à ça. Et toi, Camille, est-ce que tu te sens concernée personnellement par ce thème ? Alors, oui et non. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais eu un sommeil ultra fort. Et c'est comme ça, tu vois, j'ai jamais été une grosse dormeuse. Sauf que là, ces derniers temps, j'avais beaucoup de réveils nocturnes, assez pour perturber un petit peu mon quotidien, mais rien de fou. Ouais. Et comme tu sais que je suis très curieuse, et justement, je pensais aussi à Machin Chouette, j'ai entamé une TCC, thérapie cognitive et comportementale, en ligne, pour le sommeil. Donc, ça m'a appris vraiment plein de choses. Donc je vais parler tout à l'heure, ça peut faire peur une TCC, mais vraiment moi je suis pour et je partagerai mon expérience positive tout à l'heure. Super, et il y a plein de choses qui font peur dans la santé mentale et c'est pour ça qu'on est là aussi pour rendre tout ça plus coloré. Et il y a beaucoup aussi d'idées reçues justement à casser, notamment sur le sommeil. C'est clair, il y a beaucoup de choses à dire, on va avoir une grosse émission aujourd'hui et c'est vrai, Machin Chouette, c'est un peu comme la cover de notre émission sur les plateformes de podcast. Voilà, on essaie de rajouter de la couleur un petit peu à ces thèmes qui peuvent être un peu lourds parfois. Aujourd'hui, les troubles du sommeil, on remercie une auditrice fidèle qui a écouté toutes les émissions, c'est Julie qui nous a suggéré ce sujet. Ce qui est marrant... Merci Julie. Bah ouais, merci Julie et merci de nous écouter, franchement ça régale. Et ce qui est marrant, c'est que moi-même j'en souffre, des troubles du sommeil, mais j'y avais pas pensé jusque-là. Donc peut-être je suis un peu dans le déni par rapport à ça aussi, ça veut dire quelque chose sans doute psychologiquement. Mais en tout cas, ouais, merci Julie. Et vous aussi, si vous écoutez cette émission et que vous appréciez, n'hésitez pas à nous faire des petites recommandations de sujets. Ça c'est toujours un plaisir quand on peut échanger avec vous, on veut vraiment aller vers ça dans Machin Chouette. Et donc parmi les choses qu'on a envie de faire à chaque émission aussi, eh ben on a envie de prendre la température de comment on se sent, parce que si on a envie d'avoir une émission qui est authentique, où il y a de la sincérité, bah il faut qu'on le soit nous aussi en premier lieu. Donc comment tu t'es senti ces derniers temps, Camille ? Comment tu t'es senti pendant le mois de février là qui vient de passer ? Alors moi, il me semble qu'on en avait déjà parlé dans l'émission précédente. Je ne suis pas une grande fan de la fin d'hiver, janvier-février. Cependant, ça fait très philosophe de dire ça, je pense qu'elle est absolument nécessaire. On va un peu dans les tréfonds, tu vois. On sait que c'est un petit peu dur, mais je suis persuadée que ça sert justement à encore mieux apprécier ce qui vient après. Donc février, pas du tout un mois que j'apprécie, mais ça a été. J'ai beaucoup travaillé moi sur des choses qui me tenaient à cœur, donc ça m'a un petit peu occupée. J'y suis encore, et notamment du point de vue de la TCC. Et voilà, et maintenant tout va rouler. Ouais, là on enregistre, on est le 5 mars. Là ça fait depuis le début de la semaine qu'il fait très beau. Ça c'est vrai, il faut quand même le dire. Et ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. C'est quoi, c'est vitamine D le soleil ? Je confonds tout le temps. Exactement, qui joue sur le sommeil aussi. Oh oui, et donc moi, tu sais, j'étais quelqu'un pendant très longtemps, en tant que bon belge, ça me dérangeait pas qu'il n'y ait pas tellement de soleil au final, parce que j'ai grandi avec ça. Mais là, ces dernières années, depuis la dépression et le burn-out, là, ça fait 3 ans, franchement, j'ai trop besoin de soleil, quoi. Et là, j'étais trop content que le soleil soit de retour. J'étais sur ma terrasse, tranquille, en train de bosser sur l'émission cet après-midi. Et c'était vraiment un plaisir. Je me disais, waouh, j'ai quand même une belle vie, j'ai de la chance. Donc voilà, donc ouais, le soleil, ça soulage un peu, hein. Et ça régule l'horloge interne, justement, qui aide pour le sommeil. Ouais. D'ailleurs, moi, perso, je me suis rendu compte que je dormais toujours moins, justement, à cette fin d'hiver, janvier, février, parce que on manque de sommeil, les jours sont courts, donc l'horloge interne est un peu déréglée, quoi. Toi qui es une personne très sociable, est-ce que tu fais autant de choses en hiver ? Tu trouves ça ? En tout cas, je vois tes stories Instagram et tout, je me dis, elle va quand même souvent des trucs. Alors, en fait, c'est vraiment... J'ai 2 phases, et aussi en fonction des saisons.
Mais de base, je suis quelqu'un de timide. J'ai eu des phases très jeunes où justement c'était compliqué. Et maintenant, on va dire que je me rattrape. Donc, tu as pu voir effectivement dans mes stories que pourtant, je suis solitaire de base, mais j'adore rencontrer des gens, j'adore être entourée, j'adore partager, j'adore que les gens m'inspirent. Et c'est ce qui fait que j'aime aussi Paris, c'est que j'ai cette sensation qu'on pourra toujours rencontrer du monde, des gens très inspirants. Et je sais que dans 1-2 ans, je rencontrerai encore des gens et ça... Ça te nourrit. Ça me nourrit. Et quelle était ta question de base ? Justement, est-ce que t'es aussi sociable en hiver qu'en été ? Non. Non. Et je pense que moi, vraiment, je suis persuadée que c'est naturel d'être moins sociable en hiver que en été. Et même les animaux, la nature hibernent alors que pas nous. Et moi, par contre, mes amis savent que l'hiver, je suis en hibernation et que je vais probablement moins sortir. Les seules sorties que je vais plus faire, c'est sport. Mais c'est vrai qu'il y a un paradoxe dans nos sociétés occidentales et surtout quand on n'est pas dans des endroits proches de la mer et tout, comme c'est notre cas à nous deux. En fait, on est complètement déconnecté de ce cycle de soleil où il fait beaucoup plus noir la journée, beaucoup plus longtemps et tout. Et en fait, on travaille toujours de la même manière, qu'on soit en été ou qu'on soit en hiver. Et donc, ça crée un décalage, en fait. Ça, c'est pas naturel, en fait. Ouais, ça crée du décalage de fou. Et pour le sommeil, c'est chaud quand même. Hein. On rentre tout doucement dans le sujet. Oui, et puis c'est difficile pour notre forme en général. C'est dur de s'adapter à ça. Donc, écoute, moi, très content que le soleil soit de retour aussi cette semaine. Franchement, mon nouveau rêve depuis quelques temps, c'est d'aller habiter en Méditerranée dans quelques années. Ah oui. Donc ça m'obsède un peu. Donc je suis très content qu'il y ait le soleil. Et t'as remarqué, quand le soleil revient, il y a les petites odeurs, là. Il y a les petites odeurs d'été. Oh là là. Les bruits d'oiseaux. Ouais, les bruits d'oiseaux, t'as raison. Et d'ailleurs, ça, franchement, je me suis rendu compte aussi à quel point tout est lié au sommeil, parce que comme le sommeil est très lié à l'anxiété, la relaxation, finalement, c'est lié à plein de choses. Et tu vois, là, dès que tu dis bruit, odeur, ça me fait penser à un exercice que j'ai eu dans le programme TCC, de pleine conscience, où justement, tu dois faire attention aux bruits d'oiseaux, aux odeurs, à tout ce qui t'entoure, ta façon de respirer. Donc ça s'appelle la pleine conscience et c'est très bon. Être dans le moment présent, c'est très bon pour la relaxation et c'est très bon pour le sommeil. C'est le principe de la méditation, quoi. C'est de remarquer les choses autour de soi, de noter les choses autour de soi. Donc ça m'étonne pas que ce soit lié au sommeil. Tu vas nous en parler plus en profondeur de cette pratique de la TCC dans quelques instants. On va rentrer dans le sujet. Moi, j'avais envie de vous parler de mon expérience perso sur les troubles du sommeil. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai fait de la radio et de la télé en Belgique sur la RTBF pendant des années. Et en fait, à un moment donné, j'ai animé une matinale. Donc, ça commençait à 6h du matin à l'antenne, vraiment en direct à 6h du matin, comme toutes les matinales. Et du coup, ça faisait que je devais me lever vers 5h grand maximum, vraiment des fois 4h30. Et que je devais aller me coucher à 22h, 22h30, mais vraiment grand maximum. Et en fait, moi, j'ai jamais été quelqu'un du matin. Ma mère, elle me dit encore aujourd'hui que quand j'étais petit, je voulais pas me lever pour aller à l'école parce que c'était trop tôt. D'ailleurs, ça, on en parlera un jour aussi, le fait qu'il faut aller à l'école à 8h du mat', c'est quand même un délire. Et du coup, moi, ça a jamais été c'est pas dans mon bien-être, en fait, de me lever tôt. J'aime pas. C'est pas un truc qui me fait me sentir bien. Après, faut pas abuser non plus. Je vais pas me lever à 15h, tu vois. Mais quand je vais bien, franchement, si je me lève à 10h30, c'est vraiment nickel pour moi. Je sais que pour certaines personnes, c'est extrêmement tard. Notamment les gens qui ont des enfants. Mais moi, j'ai pas d'enfant. Enfin, si, j'ai une fille. C'est un chien. Mais à part ça, pas d'enfant officiel. Donc voilà, c'était très, très, très violent pour moi de me lever tôt le matin comme ça. Je voulais me prouver à moi-même que j'étais capable de le faire. Et en fait, ça m'a créé plein de problèmes en réalité, puisque
je sais pas, je pense que mon hygiène de vie, elle était pas compatible non plus avec ça, et du coup, c'était assez violent. Et en fait, ça a débouché sur de l'apnée du sommeil, dans un premier temps, lié au stress, parce que j'étais très, 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 très stressé à ce moment-là. Je faisais pas beaucoup de sport, et j'étais juste épuisé, en fait. Donc, ça veut dire, je rentrais du travail, il était midi. Trop bizarre, déjà. Tu croises les gens qui font leur vie et tout. Toi, il est midi, c'est fin de journée. Et ça m'a déconnecté complètement Ouais, c'est dur, ça. Tous ces métiers avec des... Ça peut te dérégler. Ouais, complètement. Et ça m'a déconnecté du monde social, en fait, extérieur, parce que dès que mes potes me proposaient de faire des trucs, moi, à 18h, c'était mort. Je pouvais plus communiquer avec des gens, j'étais trop fatigué. C'est comme s'il était minuit pour quelqu'un de normal, on va dire, entre guillemets, peut-être 22h. Donc, ça m'a beaucoup déconnecté de ça, c'était assez dur. Et boum, quelques mois plus tard, qu'est-ce qui tombe ? Le Covid. Donc, en termes de déconnexion, on en parle aussi. D'un côté, ça a été bien, parce que ça m'a permis de me reposer. Parce que j'ai le privilège de vivre dans mon appart tout seul et tout, donc c'est cool. Et à côté de ça, ça a encore plus implanté ces problèmes de sommeil, cette apnée du sommeil et ce décalage, etc. Et puis tout ça a débouché sur la dépression, sur le burn-out. Donc c'est assez complexe quand même, il y a beaucoup de choses, parce que moi, mes troubles du sommeil, ils sont liés autant à des choses d'enfance, des traumas, des choses comme ça, inconscients, que à des choses plus récentes, des problèmes d'hygiène de vie. Donc tout ça forme un énorme cocktail où en fait, là ça fait 1 an que je fais des vraies insomnies. C'est-à-dire qu'au niveau de ma dépression, mon burn-out, ça va beaucoup mieux. La journée, ça va vraiment, vraiment, vraiment beaucoup mieux qu'avant. Et la dernière étape, le dernier rempart en fait pour revenir à une vie, on va dire plus normale entre guillemets, c'est le sommeil. Et c'est un rempart que j'arrive pas à passer, quoi. C'est un truc, je dors mal, quoi, vraiment. Je fais des rêves super intenses, donc quand je me réveille, c'est vraiment bizarre, je suis vraiment troublé. Il me faut du temps pour me réveiller. Et à côté de ça, je me réveille la nuit, et surtout, en fait, moi j'ai une forme d'insomnie où c'est pas que je suis dans mon lit et que je m'endors pas, ça m'arrive, mais surtout, je n'arrive pas à aller me coucher, en fait. Et c'est ça le vrai problème pour moi, c'est que j'ai une vraie anxiété d'avant dodo. Et en plus, j'ai développé une hypervigilance avec la dépression. Donc ça veut dire, il y a même un moment, j'arrivais pas à m'endormir, dis-toi, parce que je me rendais compte du switch, du moment où je m'endormais, et ça me désendormait du coup. Tu vois ? Ouais. C'est de l'anxiété, ça. Ouais, c'est de la pure anxiété. Et ça m'a pourri la vie, quoi. Donc très compliqué. Donc après, tu commences à être décalé au niveau de ton cycle. Et ça fait que tu te réveilles beaucoup plus tard, parce qu'il faut bien que tu dormes. Même si tu t'endors tard, il faut bien que tu récupères, tu vois. Donc tu te réveilles très tard dans la journée, et du coup t'es décalé par rapport à la lumière du jour, et du coup ça te met encore dans un cercle vicieux où en fait t'es plus sur le même rythme que le reste des gens, et donc la journée t'es fatigué, tu commences à être en forme le soir, enfin bref, c'est tout un truc avec plein de tiroirs de complexité qui sont assez compliqués à régler. Et donc voilà, moi c'est mon expérience personnelle, j'ai consulté, j'ai un neurologue qui m'a dit peut-être ce qui pourrait être pas mal, c'est d'en fait refaire le tour de l'horloge pour se resynchroniser sur le cycle. Mais c'est hardcore, hein. C'est un truc où un jour tu vas te coucher à midi, le lendemain à 14h, le lendemain à 16h, le lendemain à 18h, et en fait tu refais tout le tour de l'horloge pour recommencer à aller te coucher à 23h minuit, quoi. Donc ouais, mais ça prend un temps de fou. Ça prend un temps de fou, et sur l'échelle de la sociabilité, ça t'isole encore plus, quoi, tu vois. Bah oui. Donc c'est très complexe. Et moi, j'aurais dit une TCC. Enfin, maintenant, on sait que je vais prôner la TCC, mais surtout si c'est lié... Si t'as une anxiété qui est liée à l'endormissement, ça veut dire que ton cerveau, il fait il fait un conditionnement à la con, et qu'il faut le déconditionner, et la TCC, c'est pour ça. C'est là-dessus qu'on est en train d'arriver avec ma psy, moi. Donc la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie. Oui. C'est là-dessus qu'on est en train d'arriver. Donc moi, je vais commencer ça, je crois, la semaine prochaine, je commence ça. Pour sortir de ça, parce qu'on s'est dit, il y a peut-être des choses plus profondes. Comme tu as dit, il y a un conditionnement aussi. Moi, c'est beaucoup lié à ça. Mais en fait, le conditionnement, c'est même pas des trucs profonds de trauma. Enfin, bien sûr que tout est imbriqué, comme tu disais, les traumas, etc. Mais la TCC, c'est hyper basique, en fait. C'est un conditionnement que ton cerveau, il a fait à la con. C'est cognitif. Ouais. Donc, ton cerveau, il s'est dit endormissement, angoisse, etc.
ce qui est débile. Et l'idée de la TCC, justement, c'est de reconditionner normalement. Ouais, en fait, ça sert à... Mais le cerveau, même de quelqu'un d'intelligent, le cerveau est bête. Il fait que des associations. Ouais, c'est un muscle. C'est un muscle, donc il y a une plasticité. Mais il s'habitue. là où justement on peut jouer, c'est que si il a été conditionné pour des choses négatives, il est très facile aussi, enfin très facile, c'est vite dit, c'est jouable de le reconditionner aussi dans le positif. Et c'est tout le jeu des TCC. En fait, c'est une restructuration des pensées, quoi. Voilà. Et des habitudes, du coup. Voilà. Et ça demande du temps, ça demande de la motivation, ça demande de l'énergie. Et de l'investissement aussi. C'est très dur, une TCC. C'est très dur de pas abandonner parce qu'on te demande des comportements dont t'as pas du tout l'habitude et qui sont difficiles. Mais par contre, ça marche très bien sur le long terme. Il y a des très bons résultats, que ce soit pour sommeil ou autre. Hein, mais pour le sommeil, il y a des très bons résultats. Mais c'est un travail, quoi. Et à bien plus long terme qu'avec les médicaments. Bah ouais, c'est que les médicaments, en fait, moi, ça m'arrive d'en utiliser pour dormir, parce que des fois, c'est trop compliqué. En fait, c'est une soupape, en fait. C'est un truc qui vient t'aider sur le moment, mais c'est pas une solution à long terme. Donc, exactement. Donc ouais, la TCC, ça a l'air difficile en termes d'investissement quand même. Ouais. Mais donc, comment ça se présente, la thérapie cognitivo-comportementale? Comment ça se présente? À quoi ça ressemble dans les faits? Déjà, moi, je le fais en ligne. Et la première phase, forcément, c'est la phase d'observation. Donc, tu dois vraiment observer sur 7 jours. Tu dois remplir un agenda de sommeil. Comment t'as dormi, comment tu t'es senti, est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que t'as réussi à pas dormir, et ensuite donc ça tu analyses et justement tout le programme analyse combien en fait après tu vas faire une restriction de sommeil avec des consignes, et l'idée de la restriction de sommeil c'est vraiment un grand principe et c'est le plus difficile. C'est que on va te réduire ton temps où t'es dans ton lit, donc ton heure de coucher et ton heure de lever. Et en fait, il faut que ce temps que tu passes dans le lit, tu dormes le mieux possible et rien d'autre. Donc ça veut dire le lit, c'est pour dormir et c'est tout. Voilà, c'est ça. Et ça, de toute manière, c'est vraiment... Tu peux pas lire dans ton lit, tu peux pas regarder le téléphone dans ton lit, tu peux pas regarder une série. Podcast éventuellement. Non. Aïe. Et en plus, tu dois aller dans une autre pièce que ta chambre. Parce que ton cerveau, il doit recommencer à analyser la chambre, le lit égale sommeil. Bah moi, justement, mon lit, c'est un truc... j'aime pas mon lit, quoi. Tu vois, avec tout ce que j'ai vécu... Je suis dans un truc où j'aime pas être là. Oui, mais justement, c'est bien parce que après tu réapprends à l'aimer puisque t'as plus le droit d'aller dedans. Ah, intéressant. Pas faire de sieste non plus, c'est hyper déconseillé. Alors que tu vois, c'est ce que je disais aussi, il y a plein d'idées reçues. Tout le monde va te dire, mais je suis d'accord que la sieste ça repose, mais pas pour quelqu'un d'insomniaque parce que justement ça va perturber son sommeil. C'est clair. Ça va faire qu'il va... Et là, le but en fait, c'est d'augmenter la pression de sommeil. Et de réduire le temps justement passé dans ton lit à dormir. Et que ce temps passé soit le plus efficace possible. Ça solutionne quel problème pour toi? Parce que toi, comment ça se fait que tu as commencé cette thérapie? Je me réveillais assez tôt et j'avais du mal à me réendormir. Et là, je me réveille à l'heure qui est très tôt en soi, mais je sens que mon sommeil, il a été de meilleure qualité, il a été plus profond. Et en ce moment, je suis sur du 22h30, 5h20. Et ça va très bien. Pour moi, c'est héroïque hein, de se lever à cette heure-là. C'est vraiment... c'est des heures de pompier, quoi. Franchement, moi, quand je me levais à 5h, j'avais l'impression d'être dans un autre monde. Avant, pas du tout. Mais là, du coup, en fait, comme je suis le programme et que j'ai fait toutes les consignes, tout bien... Mais t'es pas épuisé à 20h, genre? Alors, il y a eu là, ça fait 1 mois que je fais ça. Ouais. Et il y a eu une période, il y a 1 ou 2 semaines qui étaient très difficiles. Où là, vraiment, se lever à 5... J'ai failli abandonner. Mais j'ai eu ma coach au téléphone qui m'a dit justement que j'avais de très bons résultats, qu'il fallait pas que j'abandonne. Et évidemment, il y a plein de gens qui abandonnent parce que c'est très difficile, c'est inconfortable. Alors moi, c'est pour ça que j'ai choisi cette période-là
janvier, février, je me suis dit, c'est vraiment le moment pour le faire. Comme je t'ai dit, moi, j'avais des légers troubles. Hein. Même la coach m'a dit, ça va, ça reste léger. Mais moi, j'avais le souci de m'améliorer. J'avais envie de tester aussi. Je sentais que j'allais apprendre plein de choses et c'est le cas. Je sentais aussi que j'avais peut-être des mauvaises habitudes et c'était le cas aussi. Et voilà, il y a plein de choses que je vais garder même quand ça sera terminé. Effectivement, il y a eu des périodes très très difficiles où tu te demandes pourquoi tu fais ça, est-ce que ça va marcher, t'es fatigué, tu dis ouais mais non, moi j'ai besoin de repos et non, mais tu penses au long terme en fait. Non, mais toi, t'es une personne, si je peux me permettre, assez équilibrée mentalement. En tout cas, tu donnes cette impression-là, parce que arriver à faire ça, il faut avoir un bon équilibre mental, hein, quand même. Hein. Parce que ouais, c'est... le coût investissement, tu vois, investissement retour, c'est-à-dire quand tu te réveilles, quand tu ouvres les yeux à 5h20 du matin, il faut quand même avoir une bonne structure mentale pour continuer. Là, du coup, je suis plus fatiguée. Je me réveille même avant mon réveil. Parce que mon cerveau, il a assez dormi. Mais tu vois, moi, quand je devais me lever très, très, très tôt comme ça, en fait, j'ai dû me brider, genre limite faire de la, tu sais, dissociation. Parce que si je commençais à réfléchir quand je me réveillais à 5h du matin, en fait, j'étais en bas d'intégrale après, tu vois. Donc, je devais me forcer à ne pas réfléchir. Donc ouais, c'était assez spécial. Mais bon, la manière dont tu le fais toi, c'est beaucoup plus sain aussi que moi, comment j'avais abordé ça à l'époque. Hein. Mais non, ça doit être challengeant quand même parfois de se dire... Moi, je me suis dit, en plus, il y a un petit côté challenge que j'aime bien. Un petit côté, voilà, tu suis ton agenda, tu dois le remplir à chaque fois. T'as des objectifs et je trouve ça motivant au final. Et tu disais, oui, il n'y a pas de récompense, effectivement. Mais moi, je me dis... le seul truc qui me manquait aussi, c'était que j'étais pas satisfaite de mon sommeil à cause de ces réveils-là. Et je sentais qu'il y avait un truc... avant, ça m'arrivait pas. Je sentais qu'il y avait un truc qui déconnait un peu. Et je me dis, si la récompense, c'est de retrouver un bon sommeil, il n'y a pas mieux, en fait, comme récompense. Parce que, enfin, je sais pas toi, mais moi, une fois que j'ai une bonne nuit de sommeil, tout va bien, quoi. C'est la base de tout. C'est la base tout pour moi. C'est pour ça que c'est hyper important. Je suis passé par des phases où je dormais pas. À 2 mois après, si tu peux faire ça. Ouais, c'est clair. Ça marche sur le long terme, faut choisir juste 1 ou 2 mois. Mais du coup, pour rassurer les gens qui nous écoutent, est-ce que tous les gens qui font des TCC doivent se lever à 5h20 du matin ou c'est juste pour toi ? C'est vraiment en fonction de la personne, mais en plus, c'est vraiment une grosse base de la TCC, c'est la restriction du temps de sommeil. C'est basé sur ton temps de sommeil habituel. Donc c'est personnalisé. On va te restreindre. Oui, donc de base, tu vas manquer de sommeil, il faut s'y attendre. Et bien sûr que c'est difficile. Mais en fait, tu veux changer un comportement, t'as pas d'autre choix que de passer par des moments difficiles. De base. Tu crois que toi, t'arrives... Que ce soit pour de la phobie, pour de l'addiction, etc. Si on veut s'en sortir, il faut accepter l'idée que ça soit dur. Ou alors, c'est les médicaments. Et qu'on va s'en prendre plein la gueule. Ça, c'est clair. Mais je voulais savoir, est-ce que tu crois que toi, le fait que tu arrives à faire cette TCC, à continuer en tout cas, et on blâme pas les gens qui arrêtent, voilà, chacun dans sa situation. Oui, parce que c'est dur. Est-ce que tu crois que c'est lié aussi au fait que tu as un côté compétitive ? Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Performance. Ouais. Et même trop, la coach m'a dit, il faut faire attention à ce que ça fasse pas l'effet inverse. Parce que tu peux aussi te dire, allez, là, il faut absolument que je fasse ma nuit. Et tu sais, t'as des chiffres, 92, 95. Et allez, là, il faut que je sois à 94 parce qu'il faut que ça soit mieux qu'hier. Il faut pas commencer à partir là-dedans. Et moi, c'est un peu plus mon problème. Ça te donne quand même une satisfaction quand tu vois ton pourcentage, non ? Ouais. Ouais, je comprends. Non, mais de toute façon, il faut trouver les sources de motivation. Ce qui était pas le cas il y a une semaine. Hein. Mais il faut se dire aussi que ça prend beaucoup de temps. C'est genre 3 mois. Hein.
3 mois à être vraiment au taquet, quoi. Ah oui, j'ai compris que tu dis... Alors je me dis, Céline n'a rien compris. J'ai compris que tu disais... Ça arrive aussi, hein. 3 mois à être claqué. C'est non, pas non, le cas. À être au au taquet. début, justement. Et après, l'idée, c'est que tu sois moins fatigué. Et là, perso, je suis dans la phase où, justement, je commence à sentir que mon sommeil est de meilleure qualité. Même s'il est pas plus long. Mais il est... Est-ce que ça a un impact sur tes rêves et tout ça ? Non. Et là, donc, toi, tu dors avec cette thérapie. Ça va permettre qu'en fait, ton cerveau va être restructuré. Et en fait, ça se fait tout seul, j'imagine, à partir de maintenant. Avec l'habitude, quoi. Ouais, c'est avec ça. Des habitudes que tu ancres. Vraiment, ce qui est fou avec le sommeil, on s'en rend pas compte, en fait. C'est ça qui est fou, c'est qu'on s'en rend pas compte d'à quel point le sommeil est important. Quand on dort bien, on s'en rend pas compte. Et puis une fois qu'on dort un peu moins bien, là on se dit mais attends, je suis tout le temps de mauvaise humeur, je suis irritable, je suis énervé. Mais c'est le principe de toute façon, c'est humain. Tu sais, quand on est en bonne santé, on se rend pas compte et il suffit qu'on tombe malade et on dit ah c'est trop bien d'être en bonne santé, juste de rien avoir. Moi-même, quand j'ai un rhume, je me dis, mais j'ai pas chéri suffisamment les moments où j'avais pas de rhume. Tu vois. Il y a un tweet là qui était ultra connu qui disait on se rend pas compte que genre respirer par les 2 narines, c'est hyper précieux. C'est clair. Mais ouais, du coup, n'hésitez pas, vous aussi qui nous écoutez, à vous renseigner par rapport à ça, si vous avez des habitudes de sommeil qui sont très compliquées à régler, à vous faire aider, parce que je trouve aussi, on y revient souvent dans la santé mentale, c'est très dur de se faire aider souvent parce qu'on sait pas comment faire. On s'habitue, on accepte qu'on a un mauvais sommeil, on se dit bah moi je suis comme ça, voilà. Mais en fait on passe alors qu'il y a des solutions. Ouais, en fait on se pourrit la vie. Typiquement, tu vois, moi c'est parce que je suis un peu dans le truc. En plus j'avais même l'idée d'en parler dans Machin Chouette, j'avais envie de challenge, etc. Ouais, ça t'a donné un but. Mais parce que je suis dans le truc. Sinon les gens savent pas que tu peux faire de la TCC. Bah oui, c'est clair. Pour le sommeil et que ça marche et que tu vas faire des trucs bizarres, mais que c'est pour ton bien et qu'on va te demander de pas faire de sieste, de pas te coucher trop tôt. Et c'est quand même... Enfin, tu vois, et c'est ça, c'est que ça casse vraiment des idées préconçues sur le sommeil parce qu'on a ce truc de la maman qui va dire couche-toi tôt parce que sinon tu vas être fatigué demain. Mais le cerveau d'un insomniaque, justement, va se dire bah allez, je vais au lit, mais il faut que je dorme et c'est comme ça que tu vas gamberger et que tu vas pas dormir. Et tu t'énerves, en fait, la tu TCC, t'agaces. Le principe, c'est vraiment complètement l'opposé puisque c'est... justement, t'as toute une partie sur reconnaître les signes de sommeil et aller se coucher uniquement quand vraiment t'es fatigué, que t'en peux plus. Et là, tu vas dormir et ton cerveau, il va comprendre que quand tu vas au lit, c'est juste pour dormir et direct, il va se mettre dans un sommeil ultra profond. Et voilà. Eh ben, justement, on va continuer de parler des différentes manières de régler ces problèmes de sommeil ou en tout cas de les aborder. Mais avant ça peut être pas mal d'expliquer quels sont justement précisément les principaux troubles du sommeil. Alors, je suis allé les chercher selon le pourcentage des adultes touchés, principalement en France parce que c'est là qu'il y a le plus d'infos, c'est là qu'il y a le plus de données, de sondages, etc. Donc voilà, mais donc le numéro 1, c'est évidemment l'insomnie, on en parle depuis le début de cette émission. J'ai l'impression pour la plupart des gens, de toute façon, quand on dit trouble du sommeil, ça veut dire insomnie. Parce que pour plein de raisons, désormais, on peut faire des insomnies, que ce soit les écrans, que ce soit l'hygiène de vie, la caféine, l'alcool, les addictions, évidemment. Allez réécouter Machin Chouette numéro 4 sur les addictions, c'était l'émission précédente. Et voilà. Très et puis, bon lien. Les troubles, merci, les troubles psychiatriques, évidemment. TDAH, bipolarité et encore plein d'autres choses. L'insomnie est vraiment très présente, c'est quand même 20% des adultes qui souffrent d'insomnie occasionnelle et 10% d'insomnie chronique, donc beaucoup plus hardcore. C'est énorme en vrai, comme pourcentage. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais. Et je pense surtout qu'il a énormément augmenté ces derniers temps. Covid.
évidemment. Parce que très lié à l'anxiété, à la santé mentale en général. Et j'arrête pas de voir des trucs là-dessus sur les réseaux, comme quoi le sommeil des Français et des Françaises est très mauvais. Et des Belges aussi, sûrement. Bien sûr, mais c'est vrai que... On a perdu énormément d'heures de sommeil, même si on sait que le nombre d'heures, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus... beaucoup de gens se plaignent du sommeil. En tout cas, la stabilité du sommeil, elle a été vraiment très touchée ces dernières années. Mise à mal. Ouais, ça a commencé avec le Covid qui a créé beaucoup d'inquiétudes. Et puis à côté de ça, ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines, l'actualité, l'inflation. L'inflation, ouais, le pouvoir d'achat. Les écrans. Voilà, les élections. Tout ça crée un énorme cocktail. Les mauvaises habitudes, les idées reçues. Ouais, puis mine de rien, on plonge quand même, d'un point de vue global, mondial, dans une philosophie où on n'est plus tellement certain du futur, alors qu'avant, c'était beaucoup plus le cas aussi. On était beaucoup plus serein, alors qu'aujourd'hui, tout nous fait peur. Donc forcément, ça impacte énormément le sommeil. Et en fait, on dévie sur le sujet, mais ma vision de la chose, c'est... on sait que c'est un petit peu compliqué en ce moment. Est-ce que, à force de le répéter et de l'entendre, ça aggraverait pas un petit peu plus les choses? C'est la question que je pose. D'où le rôle des réseaux sociaux. D'ailleurs, je voulais aborder ça. Figure-toi que moi, j'ai pris une décision drastique ces derniers temps. C'est que je me suis dit, ok, 1 semaine par mois, je ne vais pas sur Instagram. C'est le seul réseau social où je vais. Hein. Je vais pas sur Facebook, TikTok et tout. Ouais. Donc, je vais pas pendant 1 semaine. Et ben en fait, là, ça fait 2 fois que je le fais. Et plus je le fais, plus ça me fait du bien, plus je suis dans un truc de... En fait, vraiment, hein, concrètement, ça va être con ce que je vais dire, parce que vous l'avez déjà entendu, mais je vais le répéter. En fait, plus j'ai cette nouvelle habitude, là je l'ai déjà fait 2 fois, et plus je me rends compte comme je me sens mieux, en fait, quand j'y vais pas. Parce qu'en réalité, ça ne m'intéresse pas. 95% des choses que je vois sur Instagram ne m'intéressent pas. C'est des choses qui n'ont pas d'impact réel sur ma vie, si ce n'est... me faire me sentir mal pour les raisons qu'on connaît des réseaux sociaux, la comparaison, les actualités, la FOMO, la peur de manquer les choses que font les autres. Donc voilà, et en fait, je me rends compte que t'as un truc beaucoup plus sain, t'as un rapport beaucoup plus sain au quotidien, en fait, quand tu vas pas sur les réseaux sociaux. Donc moi qui pensais pendant très longtemps que les réseaux sociaux étaient là pour durer, en fait, maintenant, je me dis, peut-être c'est juste une mode, en fait, et c'est un truc qui va passer, et dont on n'a pas vraiment besoin en réalité. Et ça me fait beaucoup de bien. Donc là, je t'avoue, pour être vraiment honnête, je suis même en train de me demander si je vais pas quitter Instagram entièrement, quoi. Parce que... Ah ouais, à ce point-là. En fait, maintenant que j'y retourne, après avoir fait une pause 1 semaine par mois et tout, bah en fait, j'ai un rapport beaucoup plus compliqué avec Instagram, où en fait, je suis en mode « Ah, j'aime pas, en fait ». J'aime pas aller sur Instagram. Mais moi, je suis quelqu'un de très anxieux, hein. C'est pour ça aussi. Oui. Et voilà, et je suis en fin de dépression aussi. Je pense qu'on en avait parlé, je pense, la première émission. Je dis et je redis qu'il y a d'énormes points positifs aux réseaux sociaux, mais qu'on est allé trop loin. Mais que ça reste un outil formidable, en tout cas d'expression aussi. Et de communication, mais je trouve que ces dernières années, c'est devenu de plus en plus un outil politique, dans le bon et dans le mauvais sens. Et puis, ce qu'on a vu dernièrement avec le fait qu'il y ait de moins en moins de censure sur les réseaux sociaux, parce que Zuckerberg, en fait, est d'accord avec Trump, enfin, en tout cas, il écoute ce que lui dit Trump pour des raisons économiques. Bah, en fait, ça fait aussi que les lieux de réseaux sociaux deviennent plus toxiques qu'avant aussi, j'ai l'impression. Donc, moins safe, en tout cas. Donc, je pense qu'en fait, les réseaux sociaux, c'est bien quand c'est encadré. Donc, tu vois, moi, je me dis, si j'y vais, par exemple, pour Machin Chouette, pour partager des trucs sur Machin Chouette et tout, c'est positif. Mais si j'y vais juste pour traîner sur Instagram parce que j'ai rien d'autre à faire... En fait, ça me sert à rien. De toute manière, je pense que ce qui est le plus sain, et moi, c'est vers quoi j'aimerais tendre, c'est quand tu vas sur les réseaux, c'est que tu vas faire quelque chose. Tu vas poster quelque chose, tu vas partager, tu vas t'exprimer. Et ça, pour moi, c'est hyper positif. Je suis d'accord là-dessus. Parce que en plus, maintenant, on le sait, c'est un peu le plus grand moyen d'expression. Donc, si t'as plus ça, on sait le monde est ultra connecté et on va
pas tu te pouvoir marginalises, changer dans en fait. l'immédiat. Donc si tu t'exprimes pas là-dessus, tu t'exprimes pas en général et c'est hyper frustrant. Et par contre, j'aimerais justement, moi, j'aimerais aller vers, quand je vais sur les réseaux sociaux, c'est pour partager quelque chose, pour créer, pour m'exprimer. Ah bah là-dessus, je suis Et d'accord. j'y vais pas Ouais. pour regarder ce que font les autres. Malheureusement, tu peux tomber aussi sur des choses très intéressantes. Bien sûr. Par contre, en fait, on rigole toujours avec ma bande de potes là-dessus. Et je trouve, c'est pas qu'on les aime pas, mais je me dis ça doit être horrible pour leur santé mentale. Ce sont les gens, tu sais, qui ne postent rien et qui regardent tout. C'est chaud, Mais hein. ça doit être horrible Et c'est la parce majorité que les des gens gens. font rien. Et Ouais. oui, c'est ça qui est... C'est pour ça que les gens sont pas bien. Tu regardes tout ce que font les autres et toi, tu postes rien. T'es dans la passivité, en fait, C'est- d'une certaine manière, sur les Ben oui, réseaux. et ça, c'est hyper malsain. Ouais, et puis... C'est pas que je leur en veux ou quoi, mais je me dis, pour eux, ça doit être très dur. C'est clair parce qu'il y a un manque d'équilibre en fait, tout simplement. Et puis, beaucoup de gens, sans s'en rendre compte, se disent que ce qu'ils voient sur les réseaux, c'est vrai. Et moi, j'en fais partie C'est aussi. c'est mieux, et alors que non. C'est ça. Moi, j'aime bien utiliser mon Insta pour mettre des conneries la plupart du temps, pour rigoler, etc. Pour un peu me moquer de moi-même aussi. Et parfois, j'ai des gens qui me disent « Ah ouais, t'es sûr que ça va ?» Juste parce que je mets des vannes, en fait, tu vois. Mais voilà, c'est pas la réalité. Et se détacher de ça pour... en tout cas, pour moi, je parle vraiment pour moi, pour revenir à un mode de vie plus sain, c'est-à-dire en y allant moins, mais en y allant pour créer, comme ce que tu viens de dire. Bah, c'est un rapport que je préfère en fait. J'ai plus envie de me retrouver dans ces boucles, tu sais, où tu regardes des reels et en fait il te faut une demi-heure pour te rendre compte que t'es dans la ça, boucle. pour le coup, c'est hyper addictif. Donc, on parlait tout à l'heure du conditionnement. Ben, c'est ça de ouf, le cerveau qui se conditionne. Mon rituel du matin, mon café, et je regarde Instagram. C'est la pire manière de commencer la journée pour et je moi. stalk, machin. Ah non, mais pour moi, j'ai compris que ça n'allait pas du tout, ce genre de choses. Donc voilà, ça fait partie pour moi des choses, en tout cas, pas pour moi d'ailleurs, en règle générale, c'est prouvé, qui participent à une hygiène de vie qui n'est pas positive pour bien dormir, ça c'est clair et net. Et puis voilà, après, quelles sont les conséquences de l'insomnie ? Bah, la fatigue pendant la journée, évidemment, ça je le sais, hein. Moi en général, je suis fatigué jusqu'à 17h, 17h30, parce que je suis complètement décalé, en fait, et j'ai la tête dans le cul et je commence à être en forme quand tout le monde va se coucher, donc voilà. À côté de ça, les troubles de l'humeur, c'est-à-dire qu'on est complètement instable dans notre humeur. Tu peux avoir un jour où tu vas être super bonne humeur, vraiment pétillant, et le lendemain, en fait, c'est le contraire total. Et puis la concentration, la mémoire, quoi, hein, vraiment, ça c'est des choses qui sont très très touchées par l'insomnie, et des choses qui sont encore plus concrètes, c'est les risques de maladies cardiovasculaires et métaboliques, parce que quand on fait de l'insomnie et tout, ça, c'est aussi en rapport avec l'oxygénation du sang, les choses comme ça, qui à long terme peuvent être vraiment vraiment problématiques. Et puis voilà, ça aggrave évidemment l'anxiété et la dépression, mais ça on y revient toujours. Donc voilà, ça c'est la première chose, c'est l'insomnie. La deuxième chose que je connais très très bien aussi, c'est l'apnée du sommeil. Donc c'est environ 8% des adultes en France qui sont touchés par l'apnée obstructive du sommeil, dont 30% de personnes obèses. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire 30% des 8% sont des personnes obèses. Donc souvent, les médecins considèrent que c'est lié au poids, mais en fait, les 2/3 des apnées du sommeil ne sont pas liées au poids, sont liées principalement au stress ou à des déviations de la cloison nasale qui sont des choses pour lesquelles tu peux te faire opérer. Donc voilà. Et puis à côté de ça, ce qui provoque beaucoup l'apnée du sommeil, c'est la consommation d'alcool et de sédatifs. Et puis voilà, hein, l'âge, forcément, plus l'âge avance et plus le sommeil aussi est impacté. À côté de ça, les symptômes des ronflements bruyants et des pauses respiratoires, on en a tous déjà entendu, je pense, dans notre vie. La somnolence pendant la journée, qui est juste énorme. Et puis voilà, les réveils nocturnes, hein, évidemment, parce que en fait, qu'est-ce que ça fait l'apnée du sommeil ? Ça fait qu'en fait,
c'est comme si, moi c'est ce que les médecins m'avaient expliqué, j'avais fait des tests de sommeil la nuit avec des capteurs et tout, c'est comme si en fait on ne rentre jamais dans une phase paradoxale de sommeil, donc dans une phase profonde, dans une phase réparatrice, et ce que ça a comme conséquence, c'est que c'est comme si vous dormiez juste une fraction de ce que vous êtes censé dormir sur la nuit, donc en fait vous êtes épuisé. C'est que moi les médecins avaient vu que pendant 3 ans à peu près, avant que je sois diagnostiqué, je dormais équivalent 2 heures par nuit de réel sommeil, tu vois. Donc j'étais à l'ouest total, hein, j'étais vraiment dans un épuisement mais que j'ai jamais connu et que j'espère ne plus jamais connaître. Ouais, c'est pour ça, désolée de te couper, mais... Non, vas-y. Tout à l'heure, on disait qu'il y avait plein d'idées reçues sur le sommeil, et je trouve que ça, notamment, c'en est une aussi. C'est pas le nombre d'heures de sommeil qui compte, en fait. C'est vraiment la qualité. Et chacun n'a pas besoin du même nombre d'heures de sommeil. Or, sur les réseaux sociaux, on n'arrête pas de voir, oui, il faut dormir 7-8 heures par nuit, parce que sinon tu vas pas être en forme, tu vas perdre tes dents, tu vas perdre tes cheveux, etc. Mais lâchez-nous, en fait. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est très lié au métabolisme. Ça sert à rien de dire ça, on le sait qu'il faut dormir. C'est très lié au métabolisme et c'est très génétique, en fait, en réalité. Et c'est clair que sur les réseaux, c'est la foire à la saucisse, comme d'habitude. On en parle toujours dans cette émission. Mais là, justement, il y a un remove plutôt d'idées comme ça, où on entend tellement qu'il faut dormir 7-8 heures par nuit que t'as plein de gens plus pointus qui ont cette idée-là et qui se disent arrêtez de dire ça aux gens, parce que justement, c'est comme ça que les gens n'arrivent pas à dormir. Parce qu'ils vont se dire oui, il faut que je dorme, parce que sinon je vais être moche, je vais être fatiguée, je vais perdre mes cheveux, mes dents, tout. Et c'est comme ça que les gens ne dorment pas. C'est clair. Donc, et en fait, on le répète tout le temps. Voilà, c'est mon coup de gueule. Arrêtez de dire qu'il faut dormir, on le sait. Mais on le répète tout le temps dans Machin Chouette, en fait. Faites confiance aux spécialistes, les réseaux sociaux. Voilà. Ça ne veut rien dire. Et moi, tu sais que ma coach, ça m'a vraiment aidée, parce que la coach que j'ai en TCC, elle me dit l'inverse. Elle me dit... et vraiment, c'est le truc qui m'a le plus aidé. C'est à l'antithèse, l'opposé de tout ce que tu peux entendre, de ce que ta grand-mère va dire pour ton bien, de ce que docteur machin va dire. C'est si vous dormez, c'est pas grave en fait, vous n'allez pas mourir. Et franchement, c'est la phrase qui m'a aidé le plus à dormir. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle me dit si vous dormez pas, c'est pas grave, vous reposez 2-3 heures, ça sera pas la fin du monde, vous allez pas mourir. Et franchement, ça m'a aidé de fou. Ça t'a détendu? C'est tout con. Ben oui. Ça t'a enlevé de la pression. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'injonctions. C'est une idée de pression. Ben oui. Mais moi, je tiens à le dire pour les personnes qui souffrent d'apnée du sommeil et qui ne sont pas encore fait traiter. Vraiment, faites-le, parce que c'est pas anodin, c'est pas juste du ronflement. Ouais. C'est des choses qui peuvent avoir des graves conséquences. Et juste après, on passe vite à l'autre pathologie, mais c'est quand j'y pense, petit tips, ça c'est vraiment mon type perso aussi, ça rejoint ce qu'on disait là il y a 1 minute. C'est que je pense que le grand public, les gens ont tellement des idées reçues et ils vont tellement te mettre la pression que, en fait, je pense quand t'as des soucis pour dormir ou que t'entames une TCC, etc., faut pas le dire. Faut le garder pour toi, parce que il suffit que quelqu'un qui n'y connaisse rien dise « Ah, mais tu vas être fatigué, pourquoi tu fais ça ?» Ça m'est arrivé. Ça peut te flinguer, en fait, pour rien. Ça va ruiner tout ton process. Donc, fais tes trucs en silence, fais tout seul, et juste tu parles à ta coach, et basta. C'est clair. Et tu choisis un moment où tu as un peu moins de vie sociale, tu vas trouver, et voilà. Tu vas y arriver, de toute façon, si tu t'investis dedans, c'est clair. Et les gens vont toujours, et c'est normal, on les blâme pas, projeter leurs croyances. Et c'est même pas ça part d'une bonne intention, mais c'est juste que ça va faire que aggraver les choses. Donc l'apnée du sommeil, pour conclure, c'est quelque chose qui peut vraiment augmenter énormément l'hypertension. Donc le rythme cardiaque, beaucoup d'AVC aussi commencent par ça, et puis les maladies cardiaques en règle générale. C'est un truc vraiment, j'insiste là-dessus, à ne pas prendre à la légère. C'est pas pareil que de juste ronfler. Y a des gens qui ronflent, c'est bénin, c'est juste chiant, ça fait du bruit, mais l'apnée du sommeil, si vous entendez quelqu'un avec qui vous dormez qui a l'air de se noyer toutes les 30 secondes,
il faut faire quelque chose. C'est vraiment très dangereux. Tu sais que moi, quand je faisais beaucoup d'apnée de sommeil sans être traité, franchement, j'étais devenu tout blanc, quoi. J'étais tout pâle, quoi. Tu vois, alors que parce qu'il y j'ai a, un joli petit teint. Il y a une mauvaise respiration. Mauvaise respiration, mauvaise oxygénation du sang, c'est très dangereux, ça peut créer des cailloux aussi dans le sang et tout ça. Non, franchement, c'est catastrophique l'apnée du sommeil. Donc, n'hésitez pas à aller voir en Belgique, on a la médecine du sommeil dans plusieurs hôpitaux en Belgique. J'ai fait des tests, c'était chiant, mais au moins maintenant je dors avec une machine, tu vois. Et la machine, qu'est-ce qu'elle fait ? En fait, elle fait pas beaucoup de bruit déjà. Donc sachez-le, ça fait pas beaucoup de bruit comparé à quand vous faites de l'apnée du sommeil où c'est juste l'enfer sur terre en termes de bruit, c'est horrible. Là, avec la machine, ça fait quasiment pas de bruit. Et en plus de ça, ce qu'elle fait, c'est qu'en fait, elle envoie un flux continu d'air dans vos poumons, ce qui fait qu'en fait vos voies respiratoires restent ouvertes. Et ce qui fait que donc, vous respirez bien quand vous dormez et vous vous réveillez et vous vous sentez reposé. C'est magnifique quand on n'a plus connu ça depuis quelques années. Je vous le conseille. Donc voilà, n'hésitez pas, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Il faut pas avoir peur de ça. Donc, allez-y. J'insiste parce que moi, ça m'a vraiment pourri la vie. Ensuite, le syndrome des jambes sans repos. Peut-être vous en avez jamais entendu parler. Moi, c'est un truc que j'ai découvert récemment. Je ne l'ai pas vécu. Voilà, on arrive dans le premier trait, le premier trouble que moi j'ai pas vécu, donc ça fait quand même plaisir pour moi. Mais d'un autre côté, environ 5% de la population adulte en souffre régulièrement, à peu près. Et en fait, qu'est-ce que c'est le syndrome des jambes sans repos ? C'est un besoin irrésistible de bouger les jambes quand on est dans son lit, des picotements, des brûlures ou des sensations désagréables au niveau des jambes le soir, et une difficulté à s'endormir. Donc ça participe à une forme d'insomnie. Mais t'as déjà entendu parler de ça ? C'est des gens, ils bougent leurs jambes comme ça non-stop, comme si tu cours dans ton lit. J'en ai jamais vu, mais effectivement, j'en ai déjà entendu parler. Et en fait, ce que ça fait... C'est horrible. Ça, c'est les causes. Donc, insuffisance rénale, la grossesse, ça peut provoquer ça, les maladies neurologiques, et puis certains médicaments, les antidépresseurs notamment. Et les conséquences, donc, la fatigue, évidemment, la détresse psychologique liée au fait que tu te réveilles beaucoup, et puis l'impact sur la qualité de vie, évidemment. Et en fait, c'est un truc, c'est juste, en fait, vos jambes ne savent pas s'arrêter de bouger. Donc, les gens se réveillent, et ils ont les jambes en transpi total. Et en fait, ça peut même créer des problèmes chez les gens ils perdent du poids à cause de ça, en fait. Parce que t'arrêtes pas de bouger, tu vois. Et souvent, les personnes... moi, par exemple, j'ai vu un effet secondaire avec un antidépresseur qui faisait que... C'est juste fou, hein. Mais qui faisait que je me réveillais la nuit et j'avais transpiré de fou juste au niveau de mes jambes. Donc, nulle part ailleurs sur mon corps, j'avais de la transpiration juste au niveau de mes jambes. Et donc, on avait vérifié si c'était pas ça. Heureusement, c'était pas ça. Mais ouais, c'est un truc qui a l'air anodin, mais il faut quand même faire attention. 5% de la population. Ensuite, les troubles du rythme circadien. Ça, c'est 3% des adultes qui présentent un retard de phase sévère. Notamment les gens qui travaillent la nuit. Donc, les personnes qui travaillent dans le gardiennage, les personnes qui travaillent... dans la santé, évidemment, dans la livraison, dans les choses comme ça. Et voilà, il n'y a pas besoin d'expliquer énormément de choses là-dessus. C'est des gens qui sont décalés sur le rythme. Et donc, tu te prends beaucoup moins de soleil, vitamine D, etc. Et c'est un sacré cercle vicieux aussi. Et puis enfin, les parasomnies. Donc, le somnambulisme qui touche environ 2 à 4% des adultes. Et les terreurs nocturnes. Ça, c'est terrible. Les terreurs nocturnes qui concernent 6% des enfants. Donc voilà, t'as fait du somnambulisme ou pas, toi, quand t'étais petite ? Pas du tout. Moi, j'en ai fait, figure-toi. J'ai vraiment... gars a toutes les tares. Si le mec a les pires trucs du monde, il les a tous. Non, je relativise, évidemment, mais moi, j'avais ça quand j'étais petit. C'était pour toi, cette émission. C'est clair. C'est ma spécialité. Mais non, quand j'étais petit, j'avais ça. Donc, j'allais réveiller ma mère en étant somnambule. Je marchais dans la maison. Ça peut être stressant de croiser quelqu'un qui est somnambule. Mais souvent, ça arrive à l'enfance et ça part à l'âge adulte. Donc, chez les adultes, c'est 2 à 4%. Mais ça existe, malgré tout. Et les risques, en fait, ce qui est fou avec ça, et c'est logique, c'est que les risques, ils sont physiques même. Parce que tu peux te blesser, tu peux tomber, tu peux avoir des accidents, et voilà. Et puis, ça crée de l'anxiété, évidemment. Donc voilà, ça, c'est les 5 principales
pistes de troubles du sommeil. Donc, pour rappel, l'insomnie, l'apnée du sommeil, le syndrome des jambes sans repos, le trouble du rythme circadien, les parasomnies. Voilà, c'est déjà pas mal, hein, et beaucoup de gens sont touchés par ça. Ne croyez pas que vous êtes seul, encore une fois. Ouais, donc voilà. Et puis, t'as remarqué, l'un va souvent avec l'autre aussi. Donc, les choses se multiplient et ça peut être compliqué. Et puis, il y a les gens qui font des comment ça s'appelle, paralysie du sommeil aussi. Ça, c'est terrible, ça. Avec des hallucinations. T'as entre le sommeil et l'éveil. Allez vous renseigner, c'est terrible. On va continuer cette émission, parce que mine de rien, on avance. Ça te dit que je te fasse une petite évolution historique de la perception et des traitements des maladies du sommeil? Allez, on sait que c'est toujours ton moment. Bienvenue dans le moment Père Castor de cette émission, pour ceux qu'on la rêve. Le moment, comment il s'appelle, Fred et Jamy. Ouais, voilà, le moment c'est pas sorcier, on est dans le camion. Non, mais on va faire un petit tour rapide, hein, juste comme ça pour se faire une petite idée, mais en gros... Pendant l'Antiquité, il y a très très longtemps, dans l'Antiquité, les troubles du sommeil, ils étaient perçus comme un déséquilibre du corps ou de l'esprit, ce qui n'est pas forcément faux. Et en fait, dans les médecines égyptiennes, grecques et romaines, les insomnies étaient attribuées à un excès de bile ou à des influences divines. Bon, forcément, ça fait sourire aujourd'hui, mais voilà. Et puis, le fameux Hippocrate recommandait des bains chauds, des tisanes à base de valériane et des régimes spécifiques. Ah, ça, la valériane, ça me parle de fou. Il avait raison, hein. C'est valériane, passiflore, camomille, c'est ma vibe. 5e siècle avant Jésus-Christ, le mec, il avait déjà tout compris, quoi. Donc, il avait raison là-dessus. Puis, il y avait de la médecine chinoise à l'époque et ayurvédique, acupuncture, méditation, plantes, évidemment. Ça aussi, ils avaient totalement raison. Vous allez voir que dans les périodes suivantes, ça va pas forcément être le cas. Hein. Et puis les substances naturelles, comme l'opium, par exemple, très populaire à cette époque, je ne recommande pas quand même. Après ça, on avait le Moyen-Âge. Alors là, bon, le Moyen-Âge, c'est toujours spécial. Hein. Le Moyen-Âge, le sommeil, on ne l'étudiait pas vraiment à cette époque-là. Les troubles, ils étaient vus comme des manifestations spirituelles, avant tout. Les prières, les exorcismes et les rituels religieux faisaient partie des religions. C'est bien, hein, le Moyen-Âge, c'est l'église à fond de balle. Hein. Et donc voilà, usage du laudanum, c'est un mélange d'opium et d'alcool. Alors là, vraiment, on est parti de Hippocrate en -5 avant Jésus-Christ, 5e siècle avant Jésus-Christ, qui lui proposait les bains chauds, les tisanes, les régimes. Et ici, on te balance de l'opium et de l'alcool pour calmer l'anxiété. Je ne recommande pas non plus. Et puis voilà. Après, on avait le 19e siècle. Voilà, on se rapproche beaucoup plus. Les premiers médicaments, la naissance des théories scientifiques, l'apparition des premiers somnifères chimiques, voilà, qui sont arrivés vers 1869 comme sédatifs. Et puis des réflexions sur le rôle du cerveau dans le sommeil, les premières observations sur l'activité cérébrale pendant le repos. Et puis Freud, évidemment, on y revient souvent, hein, et d'autres chercheurs qui commencent à explorer le lien entre le sommeil et l'inconscient, et qui a été des travaux qui ont été assez importants pour la suite. On arrive au XXe siècle, une petite révolution scientifique, les traitements médicamenteux qui montent en puissance. 1929, Hans Berger enregistre pour la première fois de l'activité cérébrale durant le sommeil avec l'électroencéphalogramme. En 1953, découverte du sommeil paradoxal, donc le Rapid Eye Movement, en anglais le REM, qui montre que le cerveau reste actif pendant le sommeil. Ça, c'était en 53, hein, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, entre les années 50 et 80, les somnifères, l'explosion des somnifères, et voilà, l'introduction des barbituriques, puis des benzodiazépines, le Valium, le Librium, qui deviennent les principaux traitements de l'insomnie à ce moment-là, quoi. Malgré le fait que c'est très, très, très addictif. Et puis les recherches sur les troubles respiratoires, dont l'apnée du sommeil. Tout ça se passe évidemment pendant le XXe siècle. Création des premiers centres du sommeil, etc. 21e siècle, évidemment, on y est. Moins de somnifères, plus de thérapie comportementale.
Voilà, on en a beaucoup parlé en cette émission, la TCC. Moi, c'est vraiment mon coup de cœur. Voilà. Enfin, c'est ce que je pense que chacun a son truc, mais c'est vraiment ce que je recommande. Voilà. À la base, c'est un peu le principe de ce qui est utilisé pour, tu sais, les mecs qui font des trucs sur les voiliers, des courses. Ah oui, oui. Comment ça s'appelle, des régates, etc. Ouais. Et qui doivent avoir un sommeil ultra efficace sur un court laps de temps. Et ben ils font ça, ils font des trucs basés là-dessus. Sur la restructuration. Ouais. Ouais. Bah ça, voilà, la fameuse Donc TCC. voilà, en fait, il faut le prendre aussi un peu comme une expérience, comme un jeu. On va pas mourir, au contraire. Bah c'est la recommandation que vous fait Camille dans cette émission. Hein. C'est vraiment le truc le plus important qui ressortira de cette émission. Et d'ailleurs, bah on peut le dire, toi t'es dans une santé mentale qui est assez positive. En règle générale, j'ai l'impression quand même. Merci. Pour des gens qui sont... Est-ce que j'aimerais pas... Après, là, bon, je suis encore dedans et j'ai un autre traitement pour autre chose, une maladie de peau. Mais j'espère... tu sais, ce mème qui a fait le tour sur les réseaux, t'avais une dame qui parlait aux infos et qui était spécialiste du sommeil et qui avait des cernes comme as. Et... Non, t'as pas l'air d'avoir beaucoup de cernes. Le truc a fait le tour des réseaux. Non, moi je suis un spécialiste des cernes, pour ceux qui voient la vidéo. Ah ça va, c'est pas trop choquant là. Mais Et ta photo de profil, c'est le truc, les masques là. Ouais, voilà. Maintenant je mets des petits patchs le matin et tout parce que j'en peux plus. Mais je sais que, par contre, tu vois, même quand j'ai raconté la TCC aux gens, bah c'est vrai, comme c'est des trucs de fou, genre, ah ouais, bah ma consigne c'est de pas me coucher avant 23h et de me lever à 5h, tu vois, c'est trop bizarre. Donc pour les gens qui ne connaissent oui. rien, ils vont dire mais ça va pas, c'est quoi ce truc, c'est débile, ça va pas marcher. Alors que non, c'est hyper sérieux. En même temps, la plupart des gens, tu leur dis que t'as du mal à dormir, ils vont te proposer de prendre une tisane, ce qui est pas forcément le plus efficace. Ou ils vont dire bah non, faut dormir. Ouais, c'est ça. Bon, bref. Va te coucher plus tôt. Ah d'accord, ouais. Ça règle tous mes problèmes. Alors que c'est l'inverse. En vrai, c'est l'inverse de la TCC. La TCC te dit, mais vraiment, en plus, quelqu'un qui a du mal à dormir, bah genre limite t'es content. Parce que tu dis, ah bah ça va, ma consigne justement c'est de pas aller dans le lit, donc trop bien. Bah, et pour quelqu'un comme moi qui est stressé d'aller se coucher, c'est quelque chose de plutôt positif. Bah ouais, tu vois, c'est bien. Ouais. Et tu sens qu'il y a quelqu'un derrière, en fait, juste psychologiquement, de sentir quelqu'un derrière, de toute façon, qui te dit, non, va pas te coucher. Bah, je te jure que ça joue. Les thérapies cognitives sont vraiment la meilleure chose à faire et c'est une découverte qui est vraiment très récente en fait en réalité. Et très efficace. Ouais, Camille, en tout cas, tu confirmes. Et forcément, ça doit être plus compliqué quand t'es en dépression, quand t'as d'autres troubles à combiner, ça doit être plus compliqué. Ouais. Oui, c'est-à-dire si t'as d'autres troubles à côté, il faut consulter à côté pour d'autres troubles. Il faut que ce soit encadré de toute façon. Mais en tout cas, pour les conditionnements, les mauvaises habitudes et tout, c'est bien. Et sinon, à part ça, dans le 21e siècle, les montres connectées, les applications de suivi de sommeil, ça permet parfois aussi d'analyser sans s'aliéner, hein, évidemment, faut pas exagérer, mais ça permet aussi de s'aider un petit peu quand on a des problèmes de sommeil pas trop lourds. Et puis, figure-toi que la recherche explore la neuromodulation et la stimulation cérébrale non invasive pour traiter certains troubles du sommeil. Donc ça va être intéressant à découvrir aussi dans les prochaines années, en espérant que je n'ai plus de troubles du sommeil d'ici là, évidemment. On arrive tout doucement à la fin de l'émission, donc on va regarder les solutions, les aides disponibles, comment traiter les problèmes de sommeil selon la gravité évidemment de ce que vous traversez pour les personnes concernées. Si vous connaissez aussi des personnes concernées d'ailleurs et que vous vous posez la question. Et je pense que oui, attends, vu les chiffres... Ah bah ouais. Et je pense d'ailleurs, faut pas oublier que quand il y a des chiffres comme ça, c'est toujours un peu plus en vrai parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le disent pas. Donc c'est intéressant aussi. Ouais. Et ils ont raison de pas le dire. Bah souvent c'est vrai, et comme pour tout, pour la maladie mentale, on en parle souvent dans l'émission,
c'est très mal reçu en réalité, hein, malgré ce qu'on voit sur les réseaux, la positivité soi-disant des réseaux. Et donc, le premier degré de troubles légers à modérés, en fait, les solutions, c'est l'ajustement du mode de vie. Voilà, tout simplement, et des remèdes naturels. Donc les horaires fixes, aller se coucher, se lever à la même heure, éviter les écrans, la lumière bleue, évidemment, on en parle souvent. Les écrans, toi, t'arrives facilement à t'en passer ? De toute façon, dans la TCC, j'ai pas le droit. Mais avant t'étais accro à ça ou pas ? Je regardais le soir, ouais. J'avais commencé, avant la TCC, à chercher à diminuer le soir, en tout cas. Moi, ce qui m'aide beaucoup, depuis une semaine ou deux, j'ai enfin recommencé à lire. Là, j'ai un manga qui est assez cool. Oui. J'ai enfin... ça, c'est très bien. Ouais, j'ai recommencé à lire et la lecture, c'est bien parce que ça t'endort, en fait. Et des fois, tu lis 3 lignes et en fait, tu dors alors que sinon, t'aurais eu beaucoup de mal à dormir. Donc, ça, c'est très, très bien. Et je disais à Camille hors antenne que, en fait, je remarque que je m'endors un peu plus facilement quand je lis quand même que quand je suis sur YouTube jusqu'à 2h du mat. Forcément, j'ai envie de dire. Mais oui. avec l'anxiété, c'est pas facile parfois de juste aller se coucher et de rien mettre. C'est vraiment difficile parfois. Donc, ouais, la lecture, franchement, gros banger. Hein. Je vous recommande vraiment. On ne le dira jamais assez. Toi, la valériane, c'est ça que tu nous disais, la valériane ? Non, moi, c'est la camomille. Et donc, ça marche sur toi ? Je sais que la valériane, c'est bien aussi. Ouais, pour moi, ouais. Et en fait, comme mon cerveau est un peu con, je le conditionne justement à se dire, si tu bois de la camomille, tu vas dormir et ça marche. Très fort. Donc, tu bois de la camomille, puis tu vas dormir juste après, quoi. Ouais. Intéressant. Tu combines, en fait. Tu fais une association, quoi. Ouais, enfin c'est mon cerveau qui fait une association, parce que c'est pas si fort que ça, mais moi ça me fait rien du tout. J'ai l'impression que c'est un effet fort. Ouais, ça dépend des gens. Ouais. Ça dépend vraiment des gens. C'est pas miraculeux non plus, hein, mais... Non, mais bon, il y a des gens qui ont une sensibilité à ça. Ça, on va dire, ça aide. En fait, moi, comme mon insomnie, c'est que je combats le sommeil. Moi, tu sais, ça ne m'arrive jamais, mais vraiment jamais, de m'endormir devant un film. Parce que je me laisse pas aller, en fait. Je me laisse pas m'endormir, en fait. C'est lié à de l'hypervigilance, à de l'anxiété. Et donc, je combats le sommeil. Moi, c'est vraiment la difficulté que j'ai. Donc dans les solutions pour les insomnies chroniques et certains troubles de sommeil modérés, on en a parlé pendant toute l'émission. C'est les thérapies comportementales, environnementales. Après, il y a la luminothérapie aussi. Hein. Je sais pas si t'as déjà essayé, mais... Ah oui. Moi, je peux pas parce que j'étais sous antibiotiques, mais je sais que ça rejoint ce dont on parlait tout à l'heure sur le soleil. Ça, justement, ça contre tous les effets du manque de sommeil qu'on peut avoir en hiver et ça joue sur l'horloge biologique. Moi, j'y crois à fond, ça aussi. Et c'est beaucoup utilisé pour les travailleurs de nuit et les insomniaques à retard de phase. Ça, il y a des très bons résultats. Faudrait que j'essaye, moi, ça, en vrai. J'y crois. Je pense pour moi, ça pourrait être pas mal, en vrai. Je vais en parler un petit peu. Donc, TCC et luminothérapie, pour toi. Ouais. Je pense ça... continuez à suivre Machin Chouette dans les prochains mois. De toute façon, vous suivez ma thérapie en même temps, hein, donc il n'y a pas de souci. Et on saura, moi, la fin de ma TCC sommeil. Voilà, donc il commence à y avoir des fils rouges dans cette émission. Franchement, ça fait plaisir. À côté de ça, évidemment, pour les troubles du sommeil sévères ou résistants aux méthodes naturelles, les traitements médicamenteux, bien sûr, sur prescription. Parce que, en fait, c'est comme les médicaments pour les TDAH. Enfin, moi, j'ai la même philosophie, c'est-à-dire je suis pas contre non plus. Non. Et c'est comme tous les gens qui, tu sais, sur les antibiotiques et tout, t'as vraiment des gens ils veulent pas en entendre parler, quoi. Et c'est culturel. Hein. Moi, je trouve ça dommage, c'est quand même des progrès de la médecine, donc je suis pas contre à 100%. Pour moi, c'est juste du cas par cas, et dans le cas des somnifères... Mais en fait, il y a un moment, il faut se rendre service aussi, hein. Ça peut pas être que ça. Ça peut pas être que ça et ça peut pas être une solution miracle à long terme que ça. Faut qu'il y ait autre chose. Et de toute façon, c'est vrai, t'as raison de le dire. Et moi, d'expérience, beaucoup de médecins, de toute manière, quand ils vont vous donner les médicaments, vont dire « Ok, c'est pour une période de tel nombre de semaines. Ouais, et après, on arrête. » Normalement, oui. Mais après, moi, je trouve qu'il faut pas non plus diaboliser le médicament à tout prix parce que parfois, il faut ce qu'il faut, quoi. Hein, si vous arrivez vraiment pas...
ça peut être une béquille. Et ça peut aider ou alors une période difficile. Ouais, si vous êtes en dépression et que vous n'avez pas la force de faire une thérapie comportementale, c'est tout à fait compréhensible. Et voilà, on vous envoie de la force. Moi, je suis passé par là aussi. Ben voilà, vous prenez les médicaments, vous faites ce que vous pouvez, c'est tout. Mais c'est vrai qu'il y a différents types de médicaments. Il y a les hypnotiques Z, donc c'est genre Zolpidem, Zopiclone. C'est les médicaments les plus couramment prescrits pour l'insomnie. Ils sont moins addictifs que les benzodiazépines, j'ai réussi à le dire. Mais toujours à utiliser avec précaution, évidemment, de toute façon. Et voilà, ça c'est, on va dire c'est la première échelle de médicaments pour dormir. La deuxième, c'est les benzodiazépines, donc diazépam, lorazépam, très connu évidemment. Et ça, c'est des choses qui ont des effets sédatifs très puissants, mais qui sont très addictifs. Et c'est ça le problème en fait, c'est que vous prenez ça pendant 2 semaines d'affilée, vous êtes déjà accro en fait. Au niveau du corps, c'est ça que je veux dire. Votre corps a besoin de ça pour s'endormir, donc l'effet pervers de ça, c'est que ça peut vous créer encore plus d'anxiété en fait, parce que si vous voulez arrêter, dans un premier temps, ça va être encore plus stressant. Oui. Donc c'est un peu tricky. Ouais. Et quand les médecins vous proposent ça, souvent ils vous disent, vous en prenez vraiment si vous en avez besoin, 3 jours d'affilée maximum, dans ces eaux-là en tout cas. Moi d'expérience, c'est ce que j'ai vécu. Mais voilà, no shame. Des fois, on a besoin de ça. Des fois, on a besoin de passer par là. Pas de souci. Vous passez par ce qui vous est recommandé par les médecins. Et voilà. Après, à côté de ça, c'est vrai que c'est des médicaments qui servent aussi à contrer l'anxiété. Pas forcément juste pour dormir. Ça peut être aussi en journée pour contrer l'anxiété. Moi, dans mes pics d'anxiété, de dépression, ça a été très utile pour moi. Mais voilà, les benzodiazépines, c'est quand même à double tranchant. Après, on a les antidépresseurs sédatifs, genre trazodone par exemple. Alors, beaucoup moins de risques de dépendance. Et puis, c'est associé pour les gens qui sont déjà en dépression ou qui ont beaucoup d'anxiété. Et puis enfin, les médicaments spécifiques pour certaines pathologies, pour la narcolepsie, pour les syndromes des jambes sans repos, il y a des médicaments exprès. Et la CPAP. La CPAP, c'est la machine qui permet, quand on a de l'apnée du sommeil, de bien dormir. Donc je remercie officiellement dans cette émission la personne qui a inventé la CPAP et qui a sauvé beaucoup de vies, dont la mienne. Merci beaucoup. Voilà, à part ça, j'ai touché mon micro. À part ça, les approches médicales beaucoup plus avancées. Moi, j'ai jamais essayé ça, mais la modulation des réseaux neuronaux impliqués dans le sommeil, voilà, c'est des choses sur lesquelles il y a beaucoup d'études en ce moment. Les implants, les électrodes, c'est pour les cas extrêmes d'insomnie résistante. Et puis la chirurgie pour l'apnée du sommeil, pour les gens pour qui c'est physique, la cloison nasale, les tissus, etc. Donc voilà, on a un peu fait le tour de tout ça. Camille, il y a eu beaucoup d'infos dans cette émission, je vous l'avais dit. Mais dans tous les cas, il faut une approche qui est adaptée à votre problème, à ce que vous vivez, à ce que vous traversez. Même une personne extrêmement saine d'apparence comme Camille fait une thérapie comportementale, et ça devrait vous rassurer parce que ça prouve qu'on peut aller vers encore plus de positif, même quand on est déjà dans le positif. Mais en plus, tu sais quoi, moi je l'ai redit que ça faisait un petit challenge et tout, et tu sais, t'es là, ça peut devenir stylé. Attention, je suis en TCC, ça peut devenir... Non, mais ça peut. En fait, ça participe à avoir une vie encore plus sereine, quoi, finalement. Donc, est-ce que tu penses que tu peux nous donner la ressource, le site internet ? Oui, c'est Terrasomnia. Terrasomnia, vous cherchez sur Google. Et ça a été créé par un médecin spécialiste du sommeil, mais je sais plus son nom, mais c'est vraiment un GOAT. Ok, ouais. Et donc, c'est encadré par des spécialistes. Ouais, c'est pas un bail d'intelligence artificielle ou quoi. Bah après, tu sais quoi, moi je suis un peu dans le milieu et tout, donc je sais qui est qui. Ouais. Et je savais que le mec, c'est un GOAT et ça se voit que c'est très... Donc tu confirmes c'est très étudié. Que c'est quelque chose de sérieux sur ce site-là et que... Oui. Parce que j'avoue, en fait, les trucs... comme je disais tout à l'heure, les TCC, la restriction de sommeil, tout ça... Tu peux te dire, mais c'est quoi ce truc de fou ? C'est quoi ce truc de fanfaron ? Alors que pas du tout. Ouais, bah ouais, c'est clair. C'est clair. D'ailleurs, c'est que quand moi je le dis aux gens, ils hallucinent, quoi. Quand tu dis que tu fais une TCC ? Et non, et qu'il y a de la restriction, le truc de restriction de sommeil, là. Je vais arrêter de le dire. Parce qu'ils comprennent pas.
Non, mais en tout cas, on a fait un bon tour dans cette émission des problèmes liés au sommeil, qui soient légers, qui soient très graves. Voilà, j'espère que ça vous a donné un petit peu plus de vision par rapport à ça. S'il y a des gens autour de vous qui souffrent de ça, on leur envoie énormément de force. Parce que le sommeil, c'est la vie, franchement, ni plus ni moins. Et ouais, attendez pas d'être au plus bas pour vous faire aider. Je sais que c'est pas toujours facile, mais en tout cas, si vous avez des gens autour de vous, bah voilà, sachez que de toute façon, tôt ou tard, pour la plupart des gens, ils vont avoir un moment dans leur vie où ils vont avoir des problèmes de sommeil. Ça, c'est clair et net, ça arrive à tout le monde. Ouais, c'est rare de pas du tout en avoir. Mon rêve, ça, tu t'imagines traverser toute la vie et t'as pas de problème de sommeil. Et moi, c'est ce que je me suis dit aussi. Enfin, tu sais, quand j'ai commencé, bah déjà, je me disais janvier, février, c'est vraiment le beau mois pour le faire. Et je me disais, tu vois, là, j'avais pas trop de problèmes, mais c'est juste, je me disais, bah, imagine quand tu vas avoir des vrais problèmes, un parent qui... c'est horrible ce que je veux dire, mais un parent qui décède... des gros soucis de santé, il faut être prêt en fait, justement, à avoir les bons outils. C'est vrai que c'est une bonne réflexion. Et je me sens plus armée à ça. En fait, c'est intéressant parce qu'on a mon point de vue qui est je cherche des solutions parce que je suis dans le problème profond, et on a ton point de vue de toi qui veut aller vers quelque chose d'encore plus positif, d'encore plus sain. Moi, c'est plus de la recherche et j'aime bien me tester en fait. Ouais, j'aime bien me tester et c'est bien que tu le dises. Faire des expériences. C'est super positif parce que je trouve ça montre que y a pas que les gens en dépression qui cherchent à avoir un meilleur sommeil. C'est l'histoire aussi de s'améliorer, c'est s'améliorer. Ouais, bah, à tous nos amis qui sont comme Camille et qui sont un peu compétitifs, n'hésitez pas à faire ça pour vous motiver. On va faire une compétition de TCC. Qui va avoir le meilleur score? Moi, j'ai 97, vous pouvez pas me tester. C'est Camille. De toute façon, c'est Camille, on sait très bien. Les autres propositions ne seront pas acceptées. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez vous faire aider, il y a des ressources en ligne. En France, les centres du sommeil, il y en a un petit peu partout en France. Ça sert à rien que je dise chaque centre. En Belgique aussi, évidemment, il y a une clinique du sommeil à Bruxelles, que moi je connais bien, mais il y en a aussi à Liège, il y en a aussi dans les autres villes. Et puis voilà, plein d'associations qui font du très bon travail, comme la Ligue bruxelloise pour la santé mentale, notamment, et le réseau belge des spécialistes du sommeil, sleeping.be. Je vous remets tout ça en description, en dessous du podcast que vous êtes en train d'écouter. Donc voilà, encore un épisode de Machin Chouette rondement mené, le 5e. Merci de l'avoir écouté. Et puis voilà, on le rappelle, Camille, si les gens veulent nous faire des retours, des petites propositions de thèmes, des petites remarques si elles sont constructives, qu'ils n'hésitent pas, sur nos réseaux sociaux évidemment. Elles sont les bienvenues, effectivement. C'est ça, on rappelle. Complètement. Camille sur Instagram, c'est Camille Zeglin, où vous pouvez y voir tout simplement l'envers du décor des plus belles soirées parisiennes. Non, je plaisante. Je plaisante, mais tu sais que moi je vis en projection dans ton Insta. Je vais plus pouvoir avec mes nouvelles restrictions. Horaires. Ah ouais, j'avoue. Bah ouais. C'est ça, si vous habitez pas à Paris, sur l'Insta de Camille, vous pouvez aussi avoir l'impression d'habiter à Paris parfois, ça fait plaisir. Sans les inconvénients. Et moi, c'est pas.selim. Donc voilà, les amis qui nous écoutaient, merci de suivre Machin Chouette. D'autres épisodes à venir dans les prochains mois, une fois par mois, évidemment. Et puis voilà, on se dit au revoir. À bientôt. Et la prochaine fois qu'on fait un épisode... au mois prochain. Peut-être il fera encore plus beau, peut-être il fera encore plus chaud. Je crois pas en Belgique, mais bon. Les jours auront rallongé, peut-être que j'aurai une lumière naturelle. Voilà, si vous voulez aller voir sur Instagram, on vous met des extraits de l'émission avec la vidéo. Si vous voulez voir notre tête, vous n'êtes pas obligés, je comprends aussi. Allez, on vous fait des gros bisous. Bonne soirée, bonne nuit, bonne journée, et à la prochaine dans Machin Chouette. Salut. Machin Chouette était présenté par Selim Kemissi et Camille Zeglin, réalisé par Selim Kemissi et produit par Chillzone Productions.